Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous êtes bien chaud. On est à quelques heures de la fermeture du mercato d'été de la MLS. Franchement, une actu de dingue et sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Comme je vous l'ai dit, une actu complètement dingue du mercato qui s'emballe là dans les dernières heures. On va y venir un petit peu après, là, on va quand même repartir sur la semaine dernière et la Leagues Cup qui s'est déroulée cette nuit. Alors la semaine dernière, on a eu bien sûr, c'était la 29e journée de MLS puisque cette semaine ce sera la 30e. Alors la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? On a Charlotte qui s'est imposé face à Salt Lake avec un clean sheet assez solide, hein, quand même. Salt Lake qui a eu du mal, qui n'a pas été trop dangereux, un Kalinja qui a fait ce qu'il a eu à faire et qui est en grande forme. Wilfried Zaha encore nerveux, je ne sais pas si certains ont vu le match, mais ça fait 2-3 matchs où il a des gestes d'humeur, où il prend des cartons jaunes là au bout de 2 minutes. Pas fou, Westwood encore très solide. Le second match, que j'ai regardé, c'était Miami qui recevait LA Galaxy et Messi rentre à la mi-temps, a fait la différence. Montréal a fait match nul à domicile face à Dallas 1 partout. LAFC, j'ai regardé également, qui est allé s'imposer à Boston, donc à l'opposé du pays. 2-0 avec Heung-min Son, passeur décisif pour la première fois. Son, mine de rien, c'est un penalty provoqué sur sa première entrée et une passe décisive à son deuxième match, donc des bons débuts. Alors ça clique pas encore vraiment avec Denis Bouanga. Son joue dans un poste un peu différent puisqu'il est en numéro 9. Et Bouanga reste quand même sur le côté, donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps, mais j'y crois, il est ultra dispo, il se dépouille pour l'équipe, donc ça va le faire. Les Red Bull New York ont battu Philadelphie, gros résultat à domicile, en plus avec le clean sheet 1-0, mais on sait que les Red Bull New York, c'est très très solide chez eux. Columbus n'a pas fait mieux que le match nul à Toronto avec un but refusé en fin de match. On a Austin qui fait match nul à domicile. Et on a Minnesota qui s'impose à domicile face à Seattle. Colorado a éclaté Atlanta 3-1. Bon, pas de nouvelles sous le soleil. Chicago s'impose 3-2 dans un match fou face à Saint-Louis. Portland perd face à Evander et Cincinnati 3-2 à domicile. Evander qui a même chambré le public vu qu'il en avait pris un peu plein la face pendant tout le match. Même Neville l'avait chauffé en conférence. Franchement, Neville complètement demeuré. S'il y a bien un truc à pas faire, c'est de chauffer quand même un grand joueur. Quand tu vas le recevoir, et ben, il aura rappelé que c'était un grand joueur de MLS et qu'il aurait mieux fallu la fermer. Orlando a enchaîné et s'est imposé facilement 3-1 face à Kansas City, où ça va vraiment pas bien encore cette saison. Bon, je vais finir par croire que c'est pas Pete Vermes le problème, mais que ce club est vraiment malade et que c'est plus profond. New York City qui a tapé 2-1 Nashville à domicile, c'est un gros résultat. San Diego qui est allé battre San Jose 2-1 et Vancouver qui a fermé la journée en ne faisant pas mieux qu'un partout à domicile face à Houston. Houston, on va en parler, c'est quand même une équipe en grande difficulté cette saison. Petit rectificatif, je vous ai dit Montréal un partout contre Dallas. Non, c'est une erreur dans l'affichage du document de la MLS. Montréal a bien fait un partout contre DC dans un match assez compliqué, ce qui nous donne niveau classement à l'Est, Cincinnati toujours en tête, suivi de Philadelphie 2e, Nashville 3e, Orlando est 4e, Miami 5e avec 3 matchs de retard, donc sur les 4 que je vous ai cités avant, Columbus qui est quand même assez décevant, alors ils ont un match de retard, ils peuvent repasser 3e, mais ils sont 6e, Charlotte revient bien, attention en embuscade 7e, et qui est à 3 points tout simplement de la 3e place donc de Nashville. New York City qui est là bien installé 8e 41 points.
Chicago pour le moment dernier dans les play-in, on va dire, avec 39 points. New York Red Bull, excusez-moi, à 39 points ex aequo, mais vu qu'ils les ont perdus la dernière fois, il y a une différence de, pas la différence de but, mais le goal average particulier parle. Les Revs, hélas, sont décrochés, hein, puisque New York Red Bull est 10e avec 39 points, et après on arrive à New England qui a 28 points. Donc voilà, après c'est Toronto, Atlanta, Montréal et DC dernier. Donc ça se dessine déjà, hein, franchement, la bataille va avoir lieu entre NYCFC, Chicago, Red Bull, New York pour les playoffs, hein. Il y a une de ces équipes qui va rester sur le carreau, puisque pour les autres ça paraît très compliqué. Conférence Ouest, donc San Diego toujours leader, 5 points d'avance sur Minnesota deuxième. Vancouver a glissé un petit peu, hein, ça va un peu moins bien, troisième. Seattle est quatrième. LAFC a 3 matchs de retard et 40 points, donc ils ont quand même 12 points de retard sur San Diego. Mais c'est une équipe qui est cinquième. Portland est sixième. Colorado septième. Colorado, mine de rien, moi à chaque fois je me dis c'est vraiment pas terrible, mais ils font quand même des bons résultats à domicile. Austin est huitième. San Jose 32 points, neuvième. Salt Lake dixième avec 31 points. Dallas 11e, 29 points. Houston 12e avec 29 points. Donc vous voyez, jusqu'à Houston, ça peut vraiment aller au playoff. Kansas City, ils ont 24 points, mais mine de rien, il reste 8 matchs. Saint-Louis, 21 points, et les Galaxy qui va tout miser sur la Leagues Cup est dernier, 16 points. L'équipe de la semaine, bon, vous l'avez peut-être vu passer, hein, comme d'habitude, on a Kalinga, on a notre ami Nilis en défense avec Tim Rim. Alors Tim Rim, très étonnant, parce que d'ailleurs il y a eu un penalty pas sifflé, où l'arbitrage a dit que la position était naturelle. Je savais pas qu'avoir la main complètement décollée était naturel. Jordi Alba, buteur, est dans l'équipe type, donc ça c'est les 3 défenseurs. Ensuite on a un milieu de terrain, ou plutôt une équipe au hasard, hein, puisqu'on a si, on a Buka quand même, qui est un peu le milieu central. Et après on va avoir, écoutez, Zinkernagel, Messi, Evander, Rafael Navarro, qui a été également élu joueur du week-end. On a Ingvartsen qui a été impliqué dans 2 buts pour son pour son retour de blessure, et Heung-Min Son, donc une équipe qui joue en 3-1, et après qui joue avec 6 joueurs devant, 5 joueurs devant, c'est n'importe quoi. Bref, c'est la MLS. Et tout de suite, on va parler Leagues Cup, puisque c'était cette nuit, donc magnifique, un 4/4, puisque Orlando, Seattle, Miami et le Galaxy se sont qualifiés pour les demi-finales. On rappelle, en jeu, il y a 3 places en CONCACAF Champions Cup, donc ça veut dire qu'on aura au moins 3 équipes déjà qualifiées en Champions Cup pour la saison prochaine. Moi j'espère, franchement, désolé pour les supporters des autres équipes, j'espère vraiment que les Galaxy va faire quelque chose. Je pense qu'ils vont en faire une priorité. Attention, ces 4 équipes dans vos jeux fantasy, donc ce soir le fantasy MLS dans Sora, ça risque de faire tourner ce week-end, parce que ça rejoue la semaine prochaine. Je pense vraiment que ces équipes vont jouer la Leagues Cup à fond. Messi n'a pas joué, donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais tout de suite, on est parti pour les infos club mercato qui ont eu lieu depuis une semaine. On se retrouve tout de suite. C'est parti. Let's get ready to rumble! On va démarrer avec Vancouver dans ma liste. Donc Vancouver, les nouvelles, c'est Udvik, le défenseur, qui retourne à Sarpsborg en Norvège, hein. Ça a vraiment pas cliqué pour lui, qui a été pas mal blessé. Thomas Müller a joué le week-end dernier, a marqué un but, mais qui a été refusé pour hors-jeu. Et Kenji Cabrera est également disponible. Ils ont signé, c'est tombé aujourd'hui, donc jeudi 21, donc l'ancien capitaine du FC Dender, donc de Pro League en Belgique, Joedrick Pupe, qui signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028, puisque Veselinovic est blessé. Sean Lao, également défenseur central de Hambourg, doit venir passer ses examens médicaux et signer jusqu'en 2027. Sorensen nous a donné des infos également hier de Tristan Blackmon, qui est sorti dimanche parce qu'il avait mal au genou. Il a dit qu'il pense qu'il sera disponible ce week-end. En tout cas, c'est ce qu'il a prévu. Ils n'ont pas voulu prendre de douleur le week-end dernier, et cette semaine à l'entraînement. Donc voilà, Tristan Blackmon, le taulier de la défense, devrait être disponible ce week-end. Du côté de Cincinnati, Yuya Kubo est de retour dans le groupe d'entraînement. Vous avez vu le week-end dernier que notre ami Denki était de retour. Ils ont également validé l'arrivée de Samuel Guidi de Zilina, contrat initiative U22 jusque 2028 avec une option pour 2029. Mais ils vont perdre DeAndre Diedlin, donc le latéral droit qui va signer à Salt Lake. Alors là, c'est vraiment assez fou.
Je trouve, de perdre Yedlin, qui est quand même un taulier de cette équipe. Mais on nous a dit ces dernières heures que Cincinnati est en discussion, enfin est venu aux infos, mais il y a beaucoup de clubs sur le dossier pour Brian Reynolds, donc l'international américain qui joue en Belgique à Saint-Tron, si je ne dis pas... Non, à Westerlo, excusez-moi. Brian Reynolds a indiqué à Westerlo qu'il voulait partir. Moi, je pense que Cincinnati va signer un latéral pour remplacer Yedlin. Je vois pas d'autre solution. Donc latéral droit, donc Reynolds. Ça paraît compliqué que Cincinnati mette des frais de transfert, disait Laurent Faller. Et pourquoi pas un Brooks Lennon qui est quand même en difficulté à Atlanta. Atlanta, on y vient. Alors ils ont transféré, vous savez, Derek Williams, le défenseur central, donc a signé à Reading. Et chose assez dingue, je l'ai partagé sur Twitter. Xande Silva, donc l'ancien joueur d'Atlanta qui est à Saint-Louis, mais qui va partir, on va venir un peu après en Israël, complètement fou. Il a commenté sous le post Instagram de donc d'Eric Williams, il est en dehors du goulag. Franchement, je pense que l'état d'Atlanta, on n'imagine pas. Un club qui a autant de thunes. L'autre jour, j'ai fait un post en mettant le 11 titulaire qu'il y avait le week-end dernier. Mais franchement, vous prenez poste par poste, intrinsèquement, les joueurs, je pense que 80% des joueurs jouent dans toutes les équipes de MLS. Franchement, je comprends pas. Mais tous les joueurs qui arrivent sont en échec. C'est pas possible. Il y a un problème criant, je pense, dans la direction, dans l'organisation du club. Bon, bref, voilà. Écoutez, je pense qu'Atlanta va très très mal, que c'est vraiment plus profond que ce qu'on pense. Le coach. Alors moi je dis ouais, le coach est pas bon parce qu'il trouve pas la solution, mais il a quand même gagné une MLS Cup, il a quand même fait des choses pas trop mal en Belgique. Donc franchement, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Atlanta a gagné très vite, trop vite, et c'est trop vite vu arriver à balancer de l'argent. Ils en ont à foison, on le sait. Mais aujourd'hui, c'est très très compliqué sportivement. On parle d'une équipe qui a quand même Emmanuel Laclas, qui a été acheté 22 millions. Donc avant l'arrivée de Son, c'était le joueur le plus cher de l'histoire de la MLS, qui marquait quand même sa dizaine de buts à chaque fois en championship, qui n'est pas un championnat pourri. On a Miggy Almiron, s'il vous plaît, qui joue à Newcastle, encore titulaire l'année dernière. On a Miranchuk, qui tient la baraque ces derniers temps. Bartosz Lis, c'est quand même pas mal. Lobianidze, c'est pas un peintre. On a Gregerson en défense. On a des joueurs qui viennent d'arriver. Là, Alzate qui va arriver, qui n'a pas encore joué. Franchement, si Atlanta ne se remet pas en état d'ici la fin de saison, je comprends plus rien. Bref, passons à LAFC. Donc Heung-min Son, je vous ai dit, il a pris ses marques très bien, décisif sur les 2 derniers matchs. Et il est devenu, écoutez bien, l'athlète qui a vendu le plus de maillots de LAFC, donc d'un club de foot, d'un club de sport tout simplement dans le monde. Donc devant Messi et LeBron James, s'il vous plaît. J'en avais parlé, à son arrivée, j'avais dit que ça allait être une folie, puisque Lee Kang-in au PSG, quand il est arrivé, il a dépassé Mbappé en termes de vente de maillots. Les Coréens sont complètement barjots. Et Heung-min Son, je pense, avec Ji-sung Park, c'est les 2 plus gros athlètes, les 2 plus gros footballeurs de l'histoire du pays. Donc je ne suis pas étonné. Aujourd'hui, Heung-min Son est le plus gros vendeur. Il est en rupture dans toutes les tailles, le maillot. Vous entendez, dans toutes les tailles, dans toutes les configurations, vous n'avez pas de maillot d'Heung-min Son. C'est complètement fou ce qu'il a provoqué. Heung-min Son, après Messi, c'est la 2e plus grosse star clairement de MLS. Il n'y a pas de débat possible. Donc voilà, Heung-min Son, très très bien. LAFC, donc côté Mercato, ils sont en discussion avancée, et c'est même plus qu'avancé puisqu'il a pris l'avion. J'ai vu qu'il a pris l'avion dans la journée pour finaliser le transfert avant cette nuit, puisque le Mercato ferme cette nuit. Donc c'est Andrew Moran, un joueur de Brighton, un ailier de Brighton qui devrait arriver. Donc voilà, pour LAFC qui a été plutôt sage, enfin ils ont signé Heung-min Son, transfert record quand même, donc je dis sage, non, ils ont envoyé quand même pas mal d'oseille. Du côté de Philadelphie, donc ils ont prêté Olivier Semmel, vous savez, le 3e gardien, puisqu'Andrew Rick est numéro 2, donc en USL à North Carolina. Et le problème, c'est que le week-end dernier, André Blake s'est blessé. Derrière la cuisse, ça semblait être l'ischio. André Blake, j'ai jamais vu un gardien autant blessé, à part Mike Maignan il y a quelques temps. Mais bon, on parle d'un autre calibre de gardien. Mais en tout cas, André Blake, c'est quand même problématique. C'est que le mec, il est absent presque 2 mois par saison. Donc, compliqué quand même pour ton capitaine et gardien. Le jeune Andrew Rick devrait encore jouer ce week-end, parce que je pense que si c'est blessure musculaire, vu qu'il est sorti,
il n'y a pas de possibilité qu'on voit André Blake ce week-end et il fait du bon boulot le gamin. Mais voilà, André Blake, donc attention ce week-end, les dernières infos qui vont sortir. En tout cas, bonne nouvelle, c'est qu'ils ont prolongé Jacob Glesnes, donc leur défenseur central, jusqu'en 2027 avec une option pour 2029. Joueur qui aura fait quasiment toute sa carrière au final à Philadelphie et qui est un taulier de la défense. New England, donc Caleb Porter avait indiqué qu'il cherchait à recruter un ou deux joueurs en attaque. Assez étonnant puisqu'ils se sont séparés de Max Urruti et Luis Diaz, donc ils ont racheté leur contrat. Mais depuis, ils ont recruté Dor Tugerman, donc du Maccabi Tel Aviv, contrat initiative U22 jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. Et c'est un gros transfert puisque c'est 6 millions plus 1 million de bonus atteignables. Voilà, donc gros transfert du côté des Ravs qui ont quand même besoin parce que Léo Campagna, mais à coup de pas, je me suis trompé. Je pensais vraiment que ça allait cliquer, mais c'est très très compliqué du côté des Ravs. On passe à Montréal. Donc Montréal, ils font le ménage, reconstruction qui démarre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, on reprend dans l'ordre. Semaine dernière, Vilsaint part à Toronto, Longstaff arrive de Toronto à Montréal. Longstaff, qualité au milieu, je valide, très très bien, très bon choix. Vilsaint un peu déçu parce qu'en plus il a marqué dès le week-end dernier et Georgi Mihailovic lui a fait la passe D. Donc deux anciens de Montréal qui brillent à Toronto, compliqué. On va venir après à Toronto qui fait du bon boulot également dans sa reconstruction. Donc officialisé aujourd'hui l'arrivée de Caden Clark, enfin le départ de Caden Clark de Montréal qui va à DC United. Alors ils avaient récupéré Caden Clark pour 50 000 dollars. Et là, il récupère 700 000 dollars en cash. Donc, merci Caden Clark. Franchement, sportivement, ça a été plus ou moins réussi. Mais en tout cas, il aura fait une plus-value de 650 000 dollars. Et en plus, il y a 100 000 dollars de bonus et un pourcentage à la revente. Donc, clairement, très beaucoup. Dans un projet de reconstruction, tu le laisses partir. Voilà. Waterman est parti et a signé du côté de Chicago. Waterman qui était détesté par les supporters et également pas bon sur le terrain. Très bonne chose. Arrivée d'Ivan Raime. Donc normalement c'est un prêt de 250 000 dollars avec une obligation d'achat de 5 millions s'il joue 60% des matchs. Je sais pas, je crois que c'est jusqu'à juin de l'année prochaine, hein, le prêt il me semble, je veux pas dire des bêtises. Le prêt peut monter à 5,5 millions de dollars si l'option d'achat est levée entre février et mars. Voilà, après, il y a plusieurs tranches d'objectifs, donc c'est jusqu'à l'année prochaine. Ivan Raime, en échec du côté de Porto, joueur assez compliqué à Porto, qui s'est pas entendu du tout avec Sergio Conceição, qui lui a reproché d'être un peu feignant sur le plan défensif. Bon, écoute, je pense que c'est un joueur qualité plus pour Montréal, c'est parfait. Samuel Piet, alors là on sort du mercato, hein. Samuel Piet était à l'écart des entraînements collectifs tout comme Vrioni mardi. Owuzu s'entraîne en solitaire hier et avant-hier. Apparemment c'est de la récupération, mais bon, quand tu t'entraînes depuis 2-3 jours tout seul, c'est jamais très bon. Donc voilà, du côté de Montréal, là, j'ai fait un petit tweet pour dire moi les pistes que je voyais plutôt intéressantes. Je pense que la reconstruction va se faire principalement cet hiver, mais il va falloir à un moment quand même envoyer l'oseille et aller chercher des joueurs de qualité. En tout cas, Ivan Raime, c'est plutôt encourageant. Les joueurs qui partent pour le moment, bah écoute, Caden Clark c'est plutôt bien vendu. Vilsaint, bon, il avait pas trop sa chance, il voulait jouer. Waterman, logique, il était détesté et détestable. Voilà, clairement, il n'a rien fait pour s'arranger. Donc voilà, la reconstruction continue et la reconstruction a démarré du côté de Toronto. La transition est toute faite. Donc Robin Fraser nous avait dit ce week-end que Derby Flores avait manqué le match en raison d'un problème personnel. C'est tout simplement qu'il est transféré du côté d'Al Najma en Saudi Pro League. Donc dans l'autre sens, Toronto a finalisé l'arrivée de Georgi Mihailovic et de Vilsaint. Et également hier, alors ça c'est un très gros coup, il finaliserait l'arrivée de José Cifuentes en prêt depuis les Glasgow Rangers donc c'est un prêt avec option d'achat l'été prochain. José Cifuentes qui était à LAFC dans les très très belles années, qui est un super travailleur au milieu. Franchement, ça a de la gueule, hein. Un milieu de terrain, Georgi Mihailovic un peu plus haut, avec Cifuentes un petit peu plus bas. À ça, on ajoute Osorio, le capitaine emblématique. Moi,
je trouve ça plutôt pas mal du côté de Toronto, hein. On passe à Columbus. Columbus qui a été plutôt sage dans ce mercato. Mais Wessam Abou Ali est arrivé et j'ai trop hâte de le voir jouer, franchement, de voir son entente avec Gazdag, avec Rossi. Ça peut faire des merveilles. Parce qu'on rappelle, hein, Columbus est un peu plus dans le dur, hein. Les temps de passage sont moins bons que l'année dernière. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir quand on sait qu'ils ont perdu Kutcho, qui est certainement un des meilleurs joueurs de la MLS sur les 3 dernières saisons. Du côté de Portland, Portland ça bosse plutôt pas mal, donc ils ont perdu Santiago Moreno qui est parti à Fluminense et ils ont récupéré donc Felipe Carballo, donc qui a signé jusqu'en décembre 2025 avec une option d'achat de 2 millions de dollars et des bonus, qui est alors, on va y venir après. Je vous le dis maintenant, Phil Neville a dit qu'il y a deux des 3 nouveaux joueurs qui devraient être éligibles. Donc ensuite, ils ont recruté Christopher Velde d'Olympiakos. Lui remplace Jonathan Rodriguez sur la liste des joueurs 2025, vu que Rodriguez est en season ending, fin de saison pour sa blessure. Donc Velde, il va signer jusqu'en 2028 avec une option club pour 2029 et il sera DP. Donc ça veut dire qu'il occupera la dernière place de DP à partir de l'année prochaine, ou peut-être celle de Rodriguez s'il part. Ils ont également signé Mati Rojas, qui arrive de River Plate jusqu'à la fin de saison. Donc, justement, voilà, il y aura 2 des 3 joueurs et ils espèrent les 3 joueurs au plus vite, nous a dit Phil Neville. Attention, hein, ça c'est gros recrutement. Je pense que Portland va être à prendre au sérieux. Moi, je me serais renforcé un petit peu en défense, mais apparemment, c'est plus au milieu qu'ils ont bossé. Bon. Du côté des Red Bull New York, Eric Maxime Choupo-Moting aurait souffert d'une blessure au genou lors de la défaite en quart de finale la semaine dernière, mais il a joué le week-end dernier, donc rien d'inquiétant. Du côté des arrivées, eh ben, ça vient de tomber il y a de ça une demi-heure, c'est John McCarthy, donc le gardien maintenant numéro 2 au LA Galaxy, qui avait mené les Galaxy à la MLS Cup, à la finale en tout cas. Et ben John McCarthy, il est de retour, enfin sur le banc. Étonnant. Pour moi, il va être de retour sur le banc au Red Bull New York. Je comprends pas. T'as Carlos Coronel qui n'est pas tout le temps forcément au top, mais tu vas aller chercher John McCarthy. McCarthy commençait à postuler fortement à une place de numéro 1. Est-ce qu'il va accepter de repasser numéro 2? Je trouve ça vraiment bizarre. En tout cas, je pense que l'aventure était terminée pour lui du côté du Galaxy et il rebondit au Red Bull New York. Confirmation que Timo Werner ne signera pas cet été du côté des Red Bull New York. Ils ont dit stop aux prétentions salariales. De toute façon, c'est une fraude. Laissez-le où il est. Ne vous en occupez pas, s'il vous plaît. Si un mec comme lui, on lui lâche un salaire d'IP, c'est une fraude. C'est une fraude. Timo Werner est une fraude. Il est bon que sur FIFA quand tu le mets excentré il y a de ça 4-5 ans et qu'il avait 95 de vitesse. C'est tout. On passe à Miami. Miami qui a transféré la semaine dernière Federico Redondo à Elche pour 2,5 millions de dollars. Échec, hein. Acheté 8 millions de dollars. Il va à Elche 2,5 millions. Moi, j'ai jamais été fan du joueur. Je pense que c'est un joueur qui a un nom, le nom de son daron, Redondo, et c'est tout. J'y vois pas énormément de qualité. Après, peut-être qu'il me fera mentir en Espagne, mais bon, pour moi, si tu as du mal à performer en MLS, je vois pas comment tu performes en Espagne. Bref. Miami a reçu des offres alors pour David Ruiz, le jeune David Ruiz qui est souvent blessé. Il y aurait plus de 3 équipes de MLS qui auraient fait des offres. Alors ils en ont rejeté une, mais la porte n'est pas fermée. Mais lui, en tout cas, il veut être en forme pour faire les qualifications à la Coupe du Monde avec son pays. Miami négocie toujours très très fort l'arrivée de Gonzalo Piovi, le défenseur de Cruz Azul. Ça négocie fort pour qu'il signe avant cette nuit, puisque c'est cette nuit que ça va s'arrêter, le mercato. En tout cas, ils ont envoyé une offre de 6,5 millions de dollars. Moi, je ne sais pas comment ils vont le rentrer dans le roster, puisqu'ils n'ont plus aucun emplacement disponible. Enfin, je ne sais pas quelle magouille ils vont faire. Ils vont signer Matteo Silvetti des Newell's Old Boys, donc un très jeune joueur, attaquant. Et attention, Messi n'était même pas sur la feuille de match hier. Apparemment, il est sorti boiteux le week-end dernier, donc à surveiller les dernières infos qu'on aura vendredi en début d'après-midi, savoir s'il va être disponible ou pas ce week-end.
Du côté de l'NYCFC, donc ils ont eu une recrue, c'est Raúl Gustavo de Ferencváros, le défenseur qui signe jusqu'en 2027 avec des options pour 2028 et 2029. Du côté de Minnesota, donc Villarreal a validé le transfert de Tani Oluwaseyi pour 7,5 millions de dollars. Franchement, Minnesota, moi j'applaudis. J'applaudis. Minnesota, c'est ce que Montréal, ce que Toronto, ce que tous les clubs de MLS doivent faire. Un petit budget, c'est malin, ça recrute un bon coach. Bon, je sais pas s'il va rester très longtemps vu que c'est vraiment un bon coach pour le coup, mais voilà, il met les joueurs en valeur. Et ils ont des joueurs qui coûtent pas très cher, ils vont faire des coups par-ci par-là. Ils prennent des joueurs du SL. Là, ils ont encore signé un jeune attaquant. On va y venir du SL pour remplacer Oluwaseyi. C'est des paris, mais ouais, ils se sont trompés pour le moment sur Yeboah, mais bon, l'année dernière, il fait pas une saison dégueulasse, mais là, Oluwaseyi, donc l'attaquant canadien, va signer pour 7,5 millions de dollars en Espagne, à Villarreal. Et en plus, ils se permettent de refuser une offre de 8 millions de dollars plus 1 million de dollars de bonus de Trabzonspor pour Joaquin Pereira, qui est leur meilleur joueur. Mais c'est magnifique, franchement, quand tu peux faire ça. Alors, bon, Pereira, de ce que j'ai pu récolter comme info, on sait que le mercato turc, il ferme mi-septembre, donc ça peut évoluer. Ils attendent en fait d'avoir le remplacement. Donc on sait qu'il y a Dominique Fitz, ah, les transitions sont magnifiques, Dominique Fitz de l'Austria de Vienne, qui va signer. C'est bouclé, hein. De ce qu'on m'a dit, il y a juste un problème de visa qui doit être réglé, mais le transfert est bouclé. Donc Dominique Fitz, pour les joueurs de Sorare, vous le connaissez très très bien, un très gros scoreur qui va arriver pour 2,3 millions de dollars. Franchement, si ça signe à ce prix, mais c'est magnifique. C'est une super recrue, un joueur qui va pouvoir jouer sous l'attaquant. Franchement, avec Joaquin Pereira, s'il garde Pereira et qu'il met Fitz, attention Minnesota au playoff. C'est pas l'équipe que je voudrais rencontrer. Bref, voilà, donc Dominique Fitz devrait arriver. Joaquin Pereira n'est pas parti. Oluwaseyi, le transfert est bouclé. On sait aussi que Minnesota a fait une offre pour l'ailier de Nice, Bilal Brahimi, assez spectaculaire comme joueur qui a eu du mal après sa blessure. Discussion en cours, possibilité que le joueur reste ou parte est à définir, mais en tout cas voilà, plutôt intéressant les profils ciblés, hein. Minnesota a également fait une offre de 2 millions de dollars pour l'ailier international sud-africain. Alors Rebo Hile, Mofo Keng qui joue au Orlando Pirates. Euh, Contrat initiative U22, vous voyez, c'est des petits coups qui vont tenter. Et il finalise l'arrivée de Mamadou Dieng de Hartford en USL. Franchement magnifique. J'ai vu Dieng, profil assez athlétique, petit Paul Oluwaseyi, qui met sa dizaine de buts en USL. Franchement, Minnesota, mais bravo. Franchement, beaucoup de clubs devraient s'en inspirer. T'as Tonton Boxall derrière le taulier, Sinclair qui progresse. T'as un milieu solide, t'as des mecs comme Robin Lod. En fait, c'est des cadres avec des paris. Je trouve que c'est très très bien fait. On passe à Orlando. Orlando, alors qui est lié aux Rapids, hein, puisque Orlando a fait l'acquisition de Orlando a transféré Rafael Santos, donc leur latéral qui a été doublé par Alex Freeman, en échange de 125 000 dollars de gamme. Et ça peut aller jusqu'à 200 000 gammes en plus, et un pourcentage à la revente. Les Rapids, eux, finalisent l'accord pour signer Paxton Aronson de Francfort, qui était prêté donc en Eredivisie, qui a été dans la finale pour les meilleurs joueurs d'Eredivisie, meilleurs jeunes joueurs. 7 millions de dollars plus 1 million de dollars et demi de bonus possible, contrat DP. Je me suis un peu, enfin même pas écharpé, hier on a discuté tranquillement avec des abonnés. Moi je trouve que c'est surpayé pour Paxton Aronson. Je m'explique. Paxton Aronson, donc 21 ans. Si tu es un top player, pourquoi tu quittes l'Eintracht Francfort qui valorise tous ses joueurs? Alors oui, ils vont le valoriser en le revendant à MLS. Mais t'as as des clubs qui étaient sur toi en Europe. Pourquoi si t'as été si bon à Utrecht, club moyen d'Eredivisie, il n'y a pas un club comme le PSV ou quoi qui est venu te chercher? Moi, je trouve que 7 millions, donc transfert record du club, mais c'est trop cher payé. En plus, l'abonné hier avec qui on discutait me faisait remarquer que c'est pas un vrai 10. C'est un joueur 8, très travailleur au milieu, même malgré son petit gabarit assez frêle. Moi,
je pense que les Rapids, ils vont le chercher pour remplacer Djordje Mihailovic. Djordje Mihailovic, cette saison, c'est... attendez, je vous dis pas de bêtises, c'est 18 contributions à des buts en MLS et un en League Cup. Il est à 20 contributions à des buts. Donc ça veut dire que Paxton Aronson, il va arriver pour 10 buts, 10 passes D. Moi, je suis pas sûr que Paxton Aronson ait la qualité et le physique pour délivrer 10 buts, 10 passes D la saison prochaine en MLS. En dessous de ça, à ce prix-là, c'est un échec total. Vous pouvez clipper, vous pouvez me ressortir ça dans un an. S'il réussit, bravo. Franchement, mais je suis vraiment dans le doute sur les qualités de Paxton Aronson qu'on a connu en MLS. Aujourd'hui, on me dit Utrecht, ouais, Utrecht si tu veux. Mais là, on parle de la MLS. Moi, je pense qu'en MLS, le niveau est un peu plus élevé quand même qu'une équipe comme Utrecht. On va pas me dire que les Eredivisie, il y a une énorme différence avec la MLS aujourd'hui. Ok, il y a le PSV, Feyenoord, l'Ajax, il y a des clubs, il y a 4-5 clubs dominants, mais après c'est pas fou non plus, on va pas m'inventer une vie. Donc Paxton Aronson a 7 millions, Evander a été recruté pour 10 millions. Voilà, si on veut un comparatif, Evander cet hiver, il a signé pour 10 millions. Moi, Paxton Aronson, plutôt Evander, il a un Paxton Aronson dans chaque pied, hein, et encore. Donc voilà, très sceptique sur ce transfert. Les Rapids, pour moi, je n'aurais pas été chercher ce joueur-là. Bref, autre petite info, Rafael Navarro, donc, qui est très très performant. Il y a eu des offres, apparemment autour de 6-7 millions de dollars, qui ont été refusées. Donc voilà, donc je pense que le joueur veut rester et que le club ne veut pas le faire partir en même temps qu'ils font partir Djordje Mihailovic. On referme le paragraphe Colorado Rapids. Ouais, beaucoup d'infos là, vous devez vous dire, le mec, ça fait une demi-heure, il parle de Mercato. Écoutez, j'ai pas été là pendant 2 semaines, donc ouais, beaucoup d'infos. San Diego, Mickey Varas a donné les infos de Lozano, puisqu'il n'a pas joué le week-end dernier, donc en quoi il avait une gêne à l'arrière de la cuisse, et que bon, c'est surtout par précaution, et qu'ils veulent qu'il termine bien la saison. Ils ont signé Léo Dourou en prêt de Blackburn, donc c'est un défenseur avec une option d'achat à partir de juin 2026. Du côté de Charlotte, le gros transfert s'est fait, donc c'est Adilson Malanda qui a signé à Middlesbrough. Charlotte va récupérer 8 millions de dollars plus des bonus atteignables. Et bonne affaire puisqu'il reste en prêt jusqu'à la fin de saison. Il va rejoindre le club anglais en janvier. Charlotte a également recruté Drake Callender qui était en échec total du côté de Miami pour 750 000 dollars de gamme. Ils ont racheté le contrat de Souleymane Doumbia. Alors lui, fraude ultime, hein. Franchement, on m'avait dit, QTN, que vous connaissez pour certains sur X, m'avait dit c'est une fraude, tu vas voir. Le mec, infirmerie H24, vraiment pas bon quand je l'ai vu jouer. Bon bah voilà, ils ont racheté le contrat. Ça n'aura pas duré longtemps, il retourne en Pro League. Et Charlotte est en train de finaliser l'arrivée de l'attaquant béninois Rodolfo Aloko qui joue à Custosija. Je ne connais pas du tout ce club, je ne connais pas du tout ce joueur, mais 6 millions de dollars, 18 ans, et il arriverait en prêt jusqu'en janvier avec une option d'achat. Franchement, je trouve ça complètement fou. Et en plus, il commencerait. Non, il resterait en prêt en Croatie. Il arriverait qu'en janvier. Et en plus, avec l'équipe 2. Bon, écoutez, 6 millions de dollars. Je trouve ça complètement fou, mais s'ils veulent. Donc Saint-Louis, je vous en parlais tout à l'heure, Xandé Silva serait proche de signer à l'Hapoel Tel Aviv. Du côté de Chicago, Carlos Terran qui était ciblé par Lens. J'avais dit à des supporters lensois que c'était pas une bonne idée, que c'était Monsieur Infirmerie. Et il signe en D2 brésilienne à l'Atlético Paranaense. Donc il s'est présenté cette semaine pour dire au revoir à ses collègues. Joel Waterman, je vous l'ai dit, a signé. André Franco a signé, nouveau DP. Non, je crois qu'il est TAM et qu'il a la possibilité de passer DP. Bref, André Franco du FC Porto a signé et il est déjà à l'entraînement, donc on pourrait le voir ce week-end. Et Chicago finalise l'arrivée du défenseur central Viktor Radojevic, donc de Baka Topola. Donc je ne connais pas non plus ce club en Serbie, mais défenseur central qui arrive donc pour remplacer certainement Terran. Et on termine, voilà, sur SKC, donc Eric Tomei et Logan Ndembe devraient être disponibles ce week-end. C'est moins probable pour Manu Garcia qui est blessé à la cuisse. On souffle et c'est fini pour les actus de la semaine et les actus mercato. Maintenant, on va tout de suite sur la partie fantasy et les match-ups du week-end. Les matchs du week-end, 30e journée déjà. On va démarrer tout de suite
avec Montréal qui reçoit Austin à 1h30 dimanche. Donc Montréal est 14e avec 20 points. Une victoire en 8 matchs. Pire équipe à domicile de MLS, une victoire en 13 réceptions. Les recrues qui ont été promises ne sont pas là, le bazar est toujours là. Mais je sens que les supporters l'ont compris, la saison est terminée et ça repart sur la reconstruction. Donc je pense qu'on va avoir une équipe qui va être de plus en plus faible. Mais du coup, avec de l'espoir de reconstruction, même si on connaît ça plus tôt et que il peut te raconter des cracks à tout moment. Bref, Montréal va recevoir Austin, qui est 8e de la conférence Ouest avec 35 points, invaincu depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont 5e de leur conférence à l'extérieur, avec 4 victoires, une défaite, toutes compétitions confondues sur leurs 5 derniers matchs. Ils ont encaissé plus qu'ils ont marqué à l'extérieur, donc ils ont encaissé 18 buts en ont mis 13, mais c'est une équipe qui revient bien. Avec depuis bizarrement la blessure de Brandon Vasquez. C'est un match qui est quand même pas évident. Il y a eu 2 matchs dans l'histoire entre ces deux victoires d'Austin 1-0. Urruti buteur à chaque fois, mais il n'est plus là. Moi je pense qu'Owuzu peut marquer s'il est de retour, attention, puisqu'il était à l'entraînement tout seul depuis le début de semaine. Et en face on a Boukari qui est quand même en grande forme et qui revient plutôt bien et qui me paraît être un choix relativement intéressant. Autre match à 1h30, c'est Cincy qui reçoit NYCFC. Cincinnati, premier de la conférence Est avec 52 points. 2 victoires, 5 défaites. Par contre, c'est leur bilan sur les 7 derniers matchs à domicile. Donc, c'est pas fou non plus. Un premier à l'extérieur, mais 9e à domicile. Donc, ils jouent à domicile. Donc, ils sont que 9e. Donc, tout juste dans les équipes playoffables. Playoffables. Putain, j'ai sorti un nouveau mot. Mais ils ont pu perdre toute compétition confondue contre NYCFC depuis 7 matchs chez eux, dans le temps réglementaire. Donc, pour moi, ils restent quand même favoris. Même si, comme d'habitude, je vous le répète, New York City est une épine dans le pied à jouer. Alors, ils sont 8e, 41 points, ils ont besoin de points, mais c'est une équipe qui peut vraiment taper tout le monde. La preuve, ils ont tapé Nashville chez eux la semaine dernière. C'est une équipe imprévisible. Donc, moi, j'irai sur Evander, vous le savez, de toute façon, qui d'autre tu peux citer? Denki, peut-être, et Adrian Martinez. Franchement, je kiffe ce joueur de NYCFC. Le mec, vous lui donnez 2 ballons, il vous met 2 buts. Enfin, il sait tout faire tout seul. Il me rappelle un peu Tati Castellanos en moins brut, moins puissant. Mais qu'est-ce que j'aime ce Martinez devant. Je suis pas sûr qu'on le voit après cet hiver quand même en MLS. Autre match, donc c'est Columbus qui reçoit les Revs à 1h30 également. Donc Columbus est 4e de la conférence, et New England 11e. Donc plus rien à jouer, à moins d'une série folle pour New England. Columbus, c'est un gros bilan à domicile. 8 victoires, 8 victoires, 2 nuls, 1 défaite, sur les 11 derniers matchs à domicile. Et ils ont mis au moins 2 buts dans 7 de ces 11 réceptions. Leur souci, c'est qu'ils encaissent plus qu'ils marquent sur les 15 derniers matchs. Ils ont mis 24 buts, ils en ont encaissé 27. Et sur leurs 15 derniers matchs, ils sont seulement 10e à l'Est, donc hors playoff. Donc, vous voyez, je vous disais, Columbus, compliqué quand même. Gazdag, ça a du mal à prendre. Wessam Abouali, on attend avec hâte de le voir jouer peut-être ce week-end, même si ça me paraît compliqué, à moins d'une entrée en cours de match. C'est une équipe qui est en manque de coups de chaud quand même, d'un tueur devant. C'est Diego Rossi qui tient la baraque avec Arfston. Ils ont plus perdu quand même depuis 2016 à domicile contre les Revs, donc 5 victoires, 4 nuls. Et les Revs, c'est quand même que 2 victoires en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont encaissé au moins 2 buts dans 8 de leurs 10 derniers matchs. C'est une équipe qui est à la dérive. Franchement, bon courage à Carles Rill. Mais pour les avoir vus contre LAFC, en plus, c'est une équipe qui est apathique, qui ne se passe pas grand-chose. Donc moi, je vois tout quand même Columbus favori. Diego Rossi, Arfston sont dans les joueurs que je jouerais pour être décisif. Je vois pas de clean sheet. Je vois bien les deux équipes quand même marquées, donc Carles Rill peut être intéressant, Chancalay également, puisque Ganago a pas été fou la semaine dernière. Chancalay a été sur le banc et pourrait donc retrouver son poste d'excentré gauche. En même temps, on va avoir un match entre DC et Miami. Alors attention, Miami a joué la Leagues Cup. Miami, je pense qu'ils vont... Enfin, c'est même sûr, ils rejouent la semaine prochaine en Leagues Cup. Donc ça risque peut-être de tourner, mais bon, on l'a vu la semaine dernière, il a suffi d'une mi-temps, de l'entrée de Messi pour faire la diff. Mais Messi n'était pas sur la feuille de match hier.
Donc attention, ce match-là, donc c'est le premier sur les 10 derniers matchs, donc Miami, vous en doutez bien, et le dernier sur les 10 derniers matchs, donc d'ici, vous vous en doutez bien. Miami est 5e avec 45 points et 3 matchs de retard, d'ici est dernier avec 20 points. Donc moi je trouve que Miami est quand même en forme, l'effectif est bien géré, Mascherano fait des rotations plutôt intéressantes, face à eux ils ont une équipe qui est nulle. Il n'y a pas d'autre mot, ils sont nuls. Ça fait 12 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, 2 nuls, 10 défaites. Même Benteke, il met plus un pied devant l'autre, il marque plus un but. Franchement, pour moi, Miami est favori, mais attention au turnover dans vos équipes so rares, et même vos équipes Fantasy Hebdo, MLS, enfin Fantasy MLS. C'est une équipe, on ne sait pas ce que ça va donner, ça peut faire tourner, mais voilà. Bon, moi je vous dis, passez votre tour sur ce match. On va passer à un match plus intéressant qui se joue en même temps à 1h30. C'est Philly qui reçoit Chicago. Ce match-là, je vais le regarder. Je pense que ça va être très très beau match. Philly deuxième, 51 points. Chicago 9e, 39 points qui doit s'accrocher pour les playoffs. Philadelphie, première défaite en 8 matchs le week-end dernier à la Red Bull Arena. Pourtant, ils ont eu 1,36 XG et les Red Bull New York 0,36. Donc voilà, ils se sont même fait refuser un but. Par contre, Philadelphie est invaincue depuis le 23 mars à domicile, et toute compétition confondue, ça correspond à 11 victoires et 5 nuls. Ils ont mis au moins 2 buts dans 12 de ces 16 matchs. C'est complètement fou. Et ils n'ont plus perdu chez eux contre Chicago depuis 2016, 9 victoires, 2 nuls en 11 matchs. Donc voilà, ça vous donne un peu le ton. Chicago, c'est une équipe qui est quand même en forme, qui a vaincu depuis 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls et au moins 2 buts marqués dans 4 de ces 5 matchs. Zinkernagel impliqué dans 6 des 10 derniers buts de Chicago. Le duo Kuiper-Zinkernagel est très prolifique. Philly reste très solide à domicile, mais Chicago joue comme une équipe qui n'a jamais rien à perdre, même si là, va falloir commencer à compter les points. Donc je pense qu'il y aura les deux équipes qui marquent. Je vois pas de clean sheet. Plus de 2,5 buts, ça me paraît intéressant. Moi, je vois bien Baribo marquer. Je vois bien un bon Kai Wagner. Un Nathan Ariel toujours intéressant. Donc voilà un peu les joueurs que je jouerai. Zinkernagel également intéressant. Il performe toujours à l'extérieur. Kuipers, voilà. Il y a beaucoup de joueurs très intéressants à jouer dans vos jeux fantasy. Chicago capable de marquer donc face à n'importe qui, même si Philly est capable de garder un clean sheet. Il n'y aura pas André Blake. Donc voilà. Pour moi, c'est un match qui peut être très sympa. Ça peut faire un 2-1, 3-1 pour Philly, même un 2-2. Enfin, ça peut être un match assez fou. Ah, on passe au match à 2h30 et il y aura un Dallas LAFC. Donc Dallas est 11e avec 29 points, LAFC 5e avec 40 points. Dallas est à 2 points de la zone play-in. Une équipe toujours irrégulière, mais il y a quand même du mieux. Et ils sont bien menés par Petar Musa. Mais le problème, c'est qu'ils sont 14e à domicile, 11 points en 13 matchs. C'est quand même très faible. LAFC en face, la machine est lancée. Ils ont plus de Leagues Cup. Ils ont encore 2 à 3 matchs de retard suivant les équipes devant eux. Son a marqué direct, provoqué un penalty. Enfin, franchement, ils vont mieux à l'extérieur depuis quelques matchs. Donc, moi, LAFC reste favori. Mais attention, Dallas peut être surprenant. Donc, des joueurs décisifs, je dirais Heung-Min Denis Bouanga et Why Not Musa, hein, qui peut être intéressant. Hugo Lloris, très très en forme en ce moment. Hâte de voir qui tirera le penalty. Je me suis noté ça. J'ai hâte de voir si Bouanga va continuer à tirer les pénaux, s'il va donner à Heung-Min. Donc voilà, pour moi, c'est un des trucs que j'attends de voir au prochain penalty. Donc si Dallas peut provoquer un penalty, qu'on voit qui va être le tireur, moi je suis preneur. Hein, voilà. Et écoutez, match suivant, donc on reste au Texas, ce sera Houston qui reçoit San Jose à 2h30. Houston est 12e, 29 points, San Jose est 9e, 32 points. Donc match qui a son importance. Aucune victoire depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues, 5 défaites, 3 nuls pour Houston. Et ils ont encaissé au moins 2 buts dans 5 de ces 8 matchs. Compliqué pour eux. 4 matchs sans victoire à domicile, ce qui a été leur force la saison passée. 3 défaites, 1 nul. 12e à domicile cette saison. Équipe qui s'est en fait jamais remise des départs de Michael, Carrasquilla, Hector Herrera. Et moi, je trouve qu'il y a un manque criant de talent dans cette équipe. Il n'y a pas d'autre chose à signaler. C'est une équipe qui manque de talent. Hector Herrera, Carrasquilla, Michael. Vraiment, les 3 joueurs les plus importants de cette équipe ont été retirés et on le sent. San Jose, ils vont chez un concurrent direct. Ils étaient bien, mais ils ont plus de mal depuis quelques semaines parce qu'ils ont une seule victoire en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Et ils sont à 3 défaites de suite à l'extérieur. Donc c'est quand même 2 équipes en petite forme qui encaissent beaucoup. Houston a pris au moins 2 buts dans 5 de ses 7 derniers matchs. Et San Jose dans 6 de ses 7 derniers matchs. Donc on peut avoir des buts. Alors là, ça va être intéressant de mettre Joseph Martinez, peut-être Arango, Espinoza. Moi, j'ai plus de mal avec les joueurs de Houston. Donc je vois bien plutôt les joueurs offensifs de San Jose.
On passe à Nashville qui reçoit Orlando. Ce match-là est très intéressant également puisque Nashville est 3e, 47 points. Orlando 4e, 47 points. Mais attention, Orlando est toujours en Leagues Cup et va rejouer la semaine prochaine. Donc moi, je vais faire de Nashville mes favoris. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce match? Bon, je le fais rapide. Nashville, meilleure défense de MLS à domicile, 9 buts encaissés en 13 matchs. Et Orlando, c'est la co-meilleure attaque de MLS avec Miami avec 53 buts. On est sur Orlando et sur 4 victoires de suite avec Oreda majestueux impliqué dans 22 des 32 derniers buts d'Orlando. Nashville, ils ont plus gagné depuis 3 matchs quand même, 3 défaites de suite, mais les 3 défaites étaient à l'extérieur. À domicile, par contre, c'est invaincu depuis 12 matchs. Ils ont perdu qu'une fois cette saison chez eux face à Cincinnati, toute compétition confondue. Orlando a gagné ses 3 derniers matchs à Nashville, à chaque fois avec le clean sheet, donc ça a son importance. C'est un match très intéressant, sortez les popcorn, faites-vous plaisir. Moi, je vais aller quand même plutôt sur Nashville, je dirais, parce qu'Orlando va peut-être jouer la Leagues Cup, donc je dirais Mukhtar Suric, intéressant. Peut-être un clean sheet, Zimmerman, Palacios, Nahar, Willis, ça peut être intéressant si ça fait tourner du côté d'Orlando. Donc moi je ferai attention et je jouerai plutôt les joueurs de Nashville sur Sorare. On passe à Salt Lake à 3h30 qui reçoit Minnesota. Donc on est quand même sur deux équipes qui alternent le bien et le moins bien. Salt Lake 10e, 31 points, même si Minnesota c'est beaucoup mieux, hein, deuxième avec 47 points. Salt Lake, c'était une composition intéressante la semaine dernière avec les 2 bûches qu'ils ont recrutés devant. Franchement, c'est 2 Golgoth, hein, Olazeyi et Juan. Diego Luna a été suspendu, va être de retour, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec lui. Minnesota, c'est une seule défaite en 12 matchs à l'extérieur, en MLS. C'est un collectif très solide, surprenant, capable de battre n'importe qui, vous le savez. Match compliqué à juger quand même, en altitude à Salt Lake. Moi, je dirais que... je dirais aller Diego Luna pour le fun, pour tenter un joueur, mais après sinon pas évident. Salt Lake encaisse quand même pas mal de buts, donc peut-être Joaquin Pereira, Calvin Yeboah qui va reprendre le spot de numéro 1 en 9. Mais voilà, je m'y risquerai pas, je laisserai passer ce match. En même temps, on va avoir un Vancouver qui reçoit Saint-Louis. Vancouver 3e, 46 points. Saint-Louis avant-dernier avec 21 points. Vancouver, le bilan à domicile, c'est très très solide cette saison, toute compétition confondue. C'est 2 défaites, 5 nuls, 10 victoires. Thomas Müller s'est fait refuser son premier but la semaine dernière. Ils n'ont jamais perdu en 3 matchs chez eux contre Saint-Louis, donc depuis l'existence de Saint-Louis, Vancouver, donc 2 victoires, à nul. Saint-Louis, saison noire, hein, on le sait, toujours aucune victoire à l'extérieur depuis 12 matchs, c'est 11 défaites, un nul, 9 défaites de suite. Ils ont pris au moins 2 buts dans 9 des 12 derniers matchs qu'ils ont joué à l'extérieur. Enfin, c'est compliqué. Pour moi, à aucun moment, vu leur saison, ils peuvent inquiéter Vancouver. Leurs meilleurs joueurs sont en perdition, que ce soit même Hartel, même Loven, c'est compliqué, même s'il est retour. Burki tient la baraque comme il peut. Donc pour moi, Vancouver est ultra favori, clean sheet possible. Je vois bien donc Takaoka qui va être intéressant. On va avoir un Blackmon s'il est de retour. Brian White, toujours intéressant. Thomas Müller. Donc voilà, un peu une équipe de Vancouver qui sera favori. On passe à les Galaxy qui reçoit les Rapids à 4h30 et les Galaxy 15e qui a plus rien à jouer en MLS mais qui est qualifié en demi-finale de Leagues Cup. Clairement, pour moi, je suis Greg Vanney, je fais un turnover. Je m'en fous de la MLS, je veux absolument gagner la Leagues Cup. Donc pour moi, et les Galaxy, c'est pas ce week-end où qu'il va falloir aller dessus. Colorado a peut-être son épingle à jouer. Ils ont gagné lors de leur dernier match à l'extérieur face à Minnesota. Avant c'était compliqué, c'était 9 matchs sans gagner à l'extérieur, donc 3 nuls, 6 défaites. Et ils avaient pris au moins 2 buts dans ces 9 matchs. Donc c'est complètement fou. Moi je laisse tomber ce match. À votre place, je joue pas ce match-là, je m'embête pas, c'est trop risqué. San Diego, Portland à 4h30. San Diego premier, 52 points. Portland 6e, 37 points. Donc ça a de l'importance. Portland doit quand même sécuriser les playoffs. San Diego, deuxième meilleure attaque de MLS. 3 victoires de suite. Dreyer, 27 contributions cette saison sur 52 buts. C'est complètement dingue. Il a plus de 50% de contribution au but de San Diego. Portland, c'est compliqué à l'extérieur. Une seule victoire en 7 déplacements. Ils sont sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Moi, je reste sur San Diego. Pas de clean sheet par contre. Donc, je vois bien les deux équipes marquer plus de 2,5 buts. Dreyer décisif avec Lozano s'il est remis. Ingvartsen va être intéressant. Parce qu'Ingvartsen a beaucoup manqué et il a été bon dès son retour. D'Acosta, c'est possible également. Donc voilà, le match est intéressant. Je pense qu'on va avoir des buts. Atlanta, c'est 22h dimanche. J'espère que vous serez tous devant pour vous régaler. En tout cas, moi, j'y serai. Ils vont recevoir une équipe magnifique de Toronto. Non, je déconne. Après, ça va être mieux avec Georgi Mihailovic, Vilsain. Franchement, non, moi, ça m'intéresse ce match. Donc Atlanta, 13e, 22 points.
Et Toronto, 12e, 23 points, point d'écart. Donc Atlanta, deuxième pire défense à l'Est après Montréal, 49 buts encaissés. Une seule victoire sur leurs 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont 10e à domicile, ils marquent beaucoup quand même à domicile parce ils sont quand même sur 3 victoires, 2 nuls, une défaite sur leurs 6 derniers matchs à domicile. C'est vrai que je suis un peu dur. Et ils y ont mis au moins 2 buts à chaque match, dans chaque match. Donc 17 buts au total sur leurs 6 derniers matchs à domicile. C'est intéressant, ils ont plus perdu depuis 2019 et 5 matchs à domicile contre Toronto, qui est l'équipe quand même, c'est une épine dans le pied, hein, Toronto, moi je trouve, en reconstruction, donc ça peut être un peu une équipe qui va être pénible à jouer. Donc moi je dirais Miranchuk et Djordje Mihailovic peuvent être deux joueurs très intéressants pour être décisifs. On passe au match de la nuit de dimanche à lundi. Le premier, c'est Charlotte Red Bull New York. Donc Charlotte est 7e avec 44 points. Et les Red Bull New York 10e, 39 points, qui vont chercher peut-être avec une victoire, mais j'y crois pas, à repasser devant Chicago. Donc Charlotte 2e à l'Est à domicile avec 31 points sur 39 possibles. Ils sont sur 3 victoires de suite et pas n'importe lesquelles. Donc Cincinnati, Monterrey, Salt Lake, invaincus depuis 6 matchs à domicile en MLS, 5 victoires, 1 nul, dont 3 clean sheets. Et ils ont mis au moins 2 buts dans 5 de ces 6 matchs. Kalinja de retour au top. Tous les feux sont au vert pour moi. Toklomati qui continue à enchaîner les buts. Les Red Bull New York, ça lutte pour les playoffs. Mais eux à l'extérieur, c'est dur. C'est 2 victoires en 13 matchs à l'extérieur en MLS. 14e sur 15 à l'extérieur à l'Est. Copire attaque avec Atlanta à l'extérieur avec 8 buts. N'ont jamais perdu en 7 matchs face à Charlotte. Donc vous en faites ce que vous voulez de cette dernière stat pour bien vous embrouiller le cerveau, mais moi je vois Charlotte favori. En joueur décisif, je dirais Toklomati, Zaha et clean sheet possible de Kalinja. On passe à Seattle qui va recevoir SKC, c'est le dernier match à 3h15 lundi. Seattle qualifié en demi-finale de Leagues Cup. Attention, les gardiens, je vous invite à les éviter. Je sais pas qui va jouer cette nuit, c'était Thomas, ça peut être frais. Ils sont invaincus en tout cas depuis 6 matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Seattle, deuxième à l'ouest à domicile. Une défaite, 1-0 à Minnesota au dernier match, mais avant ça, ils étaient invaincus depuis 10 matchs. SKC, 13e à l'ouest, à l'extérieur. Aucune victoire en 5 matchs, un nul, 4 défaites. Ils ont pris au moins 2 buts dans 4 de ces 5 matchs. Moi, je vois Seattle quand même favori. Mais attention, ça va peut-être, c'est même sûr que ça va tourner. Donc, je me méfie parce que ça rejoue en midweek la semaine prochaine. Donc voilà pour les matchs du week-end. Un petit recap pour moi, les joueurs intéressants. Donc sur la game week de ce week-end, donc les gardiens que je privilégierais dans mon fantasy, je dirais Celentano, Takaoka, Kalinja, Frey. Alors juste avant, je vous dis faites attention aux gardiens, mais pour moi, Thomas a joué hier, Frey va jouer ce week-end. Les défenseurs, Yemar, mais avec toujours cette prudence qui va peut-être tourner ce week-end. Malanda Robinson, Blackmon, s'il est de retour. Wagner, Ariel, Nahar, Palacios, Zimmerman, pour moi c'est des joueurs intéressants. Au milieu, Roldan, Christian, attention quand même, ça peut tourner, je le répète. Marco Reus, ça peut également tourner. Diego Luna, Mukhtar, De Paul. Attention, De Paul, petite info, il se tenait l'arrière de la cuisse, donc j'avais pas corrigé, donc méfiance. Chambost, et ouais, on l'oublie souvent du côté de Columbus. Evander, Miranchuk, ça peut être très intéressant également. Les attaquants, il y en a un peu plus. Owuzu, s'il est remis. Denki, Rossi, Messi. Attention à Messi. Luis Suarez, ça peut tourner. Baribo, intéressant. Bouanga, Son, bien sûr. Oreda, attention, ça peut tourner. Surridge, Dreyer, Zaha et Toklomati. Donc voilà un peu pour moi les joueurs que je vois bien. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cet épisode, assez chargé, hein, il y a quand même eu pas mal d'informations. En tout cas, un grand merci à vous d'être toujours si nombreux. Merci de partager le podcast sur les réseaux, de le commenter, de le liker et de le noter surtout. C'est hyper important de le noter parce que ça permet de le référencer. Vous êtes déjà 50 à avoir noté. Un grand merci puisqu'il a 4,9 étoiles sur 5. C'est vraiment une belle reconnaissance. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time.